c'est que on est dans un contexte traditionnaliste et on utilise les référents européens. Comme toutes les jeunes filles, je savais pas exactement ce que c'était le mariage. Les hommes, en fait, sont des prédateurs et ils savent repérer les proies, les vulnérables émotionnellement. Ces éléments-là, ces événements-là ont structuré ma personnalité. Je pense que l'épanouissement personnel vient du fait d'être conscient de sa mission. Le problème du Camerounais, c'est que quand tu lui dis que quelque chose va bien, ça l'énerve, ça l'énerve. Genre quelqu'un t'envoie un message, il te dit, est-ce que c'est normal qu'une avocate montre sa poitrine comme ça? C'est comme ça que je fonctionne. Plus les gens m'attaquent, plus ça me motive. Bonjour, nous sommes de retour sur The Realness Podcast, votre safe space pour les trentenaires et plus, l'endroit où on discute de tous les sujets qui nous concernent et dont peut-être les autres ne veulent pas parler. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un de super inspirant que j'ai connu à travers les réseaux sociaux et j'avais hâte d'avoir cette conversation avec elle. Je vous présente Maître Gaëlle Gué. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Tu préfères qu'on t'appelle Maître ou bien Gaëlle? Non, pour le podcast, vous pouvez m'appeler Gaëlle. Quel honneur. Bienvenue dans le canapé de The Realness Podcast. C'est entre nous. D'accord, oui. Vraiment, on est privilégiés entre nous ici de pouvoir t'appeler Gaëlle. Comment tu vas? Je vais très bien, je vais très bien. On commence toujours par demander ça parce que dans cette tranche d'âge, il y a très souvent des tumultes de la vie. On peut dire qu'on va bien alors qu'en réalité, on ne va pas si bien que ça. En fait, je viens comme je vais normalement parce que, en fait, j'ai une vie tumultueuse, comme qui dirait. Donc, je suis toujours obligée de garder la tête haute. Bon, il n'y a jamais un jour où tout va bien. Non, jamais. Mais tout va bien parce que j'accepte ma vie comme elle est et je suis toujours positive. Mais est-ce que ça a toujours été comme ça? Non, pas du tout. C'est une construction, c'est un travail. Donc, c'est un travail de longue haleine et c'est aussi un travail qui peut, qui peut se détruire du jour au lendemain. C'est-à-dire que tout ce qu'on a fait pour apprendre à gérer ses émotions, sa vie, du jour au lendemain, une émotion, un incident, tout peut se casser. Alors, la phrase qui me revient quand je pense à la première fois que je t'ai vue, c'est quand on nous a demandé de nous décrire, parce qu'on était à un événement tout ensemble avec d'autres femmes, et on a demandé à chacune d'entre nous de se présenter de la manière qu'il arrangeait. Et toi, tu as dit, j'ai toujours été le mouton noir dans ma famille. How come? Quand on te voit aujourd'hui, c'est tout sauf l'impression qu'on a. Oui, enfin, je l'ai dit parce que on parlait de transformation, d'évolution, en fait. Je me rappelle que c'était ça le talk. Et c'est vrai que, dépendant de la personne, du milieu, on a une différente première impression de moi. Mais moi, globalement, dans le contexte de ma famille, le contexte traditionnel, la manière de voir, de penser de mes gens, je suis le mouton noir parce que je pense différemment, j'agis différemment et je suis toujours en train de désobéir. Pourquoi? Je désobéis parce que, j'apprends à écouter qui je suis. Et je me dis qu'on a une seule vie. Et honnêtement, je viens d'une famille assez fusionnelle. Et les parents veulent absolument imposer leur façon de voir le monde. Et je me dis non, c'est ma liberté, c'est ma première source de joie. Donc, je sais que la vision des autres est toujours limitée. Ok. Tu vois, c'est-à-dire que la vision de mes parents, la vision de la société, elle est toujours limitée. Moi, j'ai ma vision qui correspond à mon identité, à mon vécu, à mes aspirations. Et c'est ce à quoi je suis loyale. Le reste, non. Ok. Mais comment on en arrive là? Par exemple, je sais qu'aujourd'hui, tu es connue pour être avocate, mais ça n'a pas toujours été le cas. À la base, ce n'est pas, par exemple, la profession que tu as exercée dès le départ. C'est pas celle que tu as étudiée. En fait, j'ai fait plusieurs choses. Bon, je l'ai expliqué dans la rencontre, dans notre rencontre, où on s'est rencontrés. C'est-à-dire que j'ai été d'abord un enfant
hyper timide. Quand on parle de timidité maladive, je sais pas si les gens savent ce que c'est. Donc, j'étais d'abord timide. Et ensuite, je suis devenue une espèce de, comment dire, party girl. J'étais une party girl. Je veux dire, c'était à l'époque des Paris Hilton, des Kim Kardashian. J'étais ce genre de personne. J'étais la personne qui faisait la fête. Ça a duré quelques années. Après, je me suis rangée et je suis devenue une femme au foyer. Donc, c'est-à-dire une trad wife. C'est ce qu'il y a à la maison. Tu attends ton mari à la maison, tu fais le repas, tu textes les nouvelles recettes, tu vas à des fêtes avec des femmes où chacune essaie de se vanter de ce que son mari a fait. Et voilà, et ensuite, changement de dynamique. Je retourne à l'école et je deviens avocate. Et au début, je veux vraiment être employée avocate. Donc, je travaille dans les cabinets de conseil, etc., cabinets d'avocats. Et ensuite, je me dis, je vais être entrepreneur. Entrepreneur parce que à un moment, je me dis, écoute, j'ai toujours su plus ou moins comment faire l'argent. Mais l'argent, c'était pour la fête. Maintenant, comment je fais? Maintenant, je veux faire de l'argent, mais je voudrais aussi impacter. Je voudrais faire quelque chose de constructif de ma vie et je veux me définir autrement que par ces stéréotypes-là. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il y a eu une progression. Et dans la progression, il y a eu des périodes qui étaient particulières parce que bon, il y a eu le divorce qui était traumatisant du point de vue de la société. Ensuite, il y a eu les différentes arthroses parce que j'ai des arthroses de la main, du genou, de la hanche. Donc ça m'a pris, j'avais 28 ans. Donc j'ai commencé à avoir, imaginez vous avez 28 ans mais vous êtes dans la peau de quelqu'un de 70 ans. Plus vieux, c'est-à-dire c'est exactement la forme. Donc quand ça m'a pris ça a altéré en fait mes conditions de vie. Et finalement quand j'ai accouché, quand j'ai eu mon premier enfant, je suis restée 6 mois couchée et ensuite on m'a remplacé la hanche gauche. Donc j'ai dû réapprendre à marcher. Donc je suis restée couchée 4 mois et la hanche droite. Donc j'ai dû réapprendre à marcher et je suis restée couchée la même année. Oui, c'était la même année, c'était une année un peu compliquée. Donc, ces éléments-là, ces événements-là ont structuré ma personnalité. Donc, je me suis dit, écoute, si tu veux, comment dire, peu importe ce que tu veux faire, vas-y, fais-le à fond. En fous-toi de ce que les gens pensent, parce que déjà, je m'en foutais un peu, mais là, en fous-toi un max. Essaye d'être qui tu dois être. Au moins, en fait, tu vas transmettre un bon héritage à ton enfant. Avant de revenir peut-être à l'héritage que tu souhaites transmettre à tes enfants, tu parlais du divorce qui a été traumatisant du point de vue de la société. Comment est-ce que ça a été traumatisant du point de vue de la société? Parce que bon, je me suis mariée jeune. Donc, comme je me suis mariée jeune, comme beaucoup de jeunes femmes, comment dire, de nos jours, parce que ça c'est un peu ce que je dis, ce que je suis sur les réseaux sociaux pour parler aux jeunes filles. Parce que je pense que on a besoin de leur parler. Ça c'est mon opinion. Et comme toutes les jeunes filles, je savais pas exactement ce que c'était le mariage. En fait, je me disais, ok, c'est quelque chose pour s'anoblir dans la société, pour respecter les préceptes, les enseignements des parents et tout, et pour améliorer sa vie, pour avoir une vie peace, pour ne plus stresser. Et quand je suis entrée dans le mariage, oui, bon, voilà, c'était un peu plus compliqué que ce que je pensais. Et quand j'ai décidé plus ou moins de sortir, déjà, il y avait une forme d'angoisse. C'est-à-dire que déjà, je me disais que je ne pouvais pas sortir. Je me disais que je ne pouvais pas sortir du mariage parce que la vision de la société, les parents que tu déçois, et aussi il y avait quelque chose même au niveau chrétien. C'est-à-dire que il y a cette sentence-là, c'est-à-dire que tu peux pas sortir du mariage une fois que tu as fait un choix. Et là c'est pour la vie et si tu dois l'assumer, tu dois vivre. Tu dois l'assumer. Donc quand finalement j'ai réussi à le faire, je pense que j'ai pu subir le changement. En fait, j'ai connu en fait l'être humain. C'est-à-dire que à la fois quand j'ai été opérée plus tard, j'ai vu ce que c'était l'être humain. Au moins quand j'ai divorcé, j'ai su ce que c'était l'être humain. Autant j'étais respectée, adoubée, idolâtrée quand j'étais femme. Autant on me méprisait.
on m'insultait quand, comment on dit, quand je n'étais plus mariée, et alors que j'étais la même personne. Techniquement, je reste la même personne, mais c'est-à-dire que le fait que soudain on te méprise, soudain tu es la risée de tout le monde, soudain les gens vont raconter tout et n'importe quoi sur toi, n'importe qui va te mépriser, c'est un changement global de statut. Donc, c'est des choses qui changent ta perspective du monde. Donc, tu te dis que, peu importe ce que je vais faire, les gens, si c'est à la mode de me soutenir, ils vont te soutenir. Si la grande masse te méprise, vont te mépriser. Donc, autant être fidèle à soi-même. Donc, autant quand je parlais d'être un mouton noir, là, c'est-à-dire que je l'ai expliqué. Je dis, j'ai été au Canada, j'ai vécu seule. Ensuite, j'ai vécu chez mon mari. J'avais une grande maison et tout. Et après, quand je suis repartie, je suis repartie dans ma chambre que j'avais quand j'avais 9 ans. Et des fois, les gens venaient me voir et tout. Je me disais, tu regrettes pas ton ancienne vie? Tu veux pas retourner? Oui, en fait, parce que il y a quelque chose ici qui je trouve assez drôle dans le contexte africain. C'est que on est dans un contexte traditionnaliste et on utilise les référents européens. Donc, quand je rentre tout simplement dans ma chambre, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, qu'est-ce qui est fou dans sa chambre d'enfant? Alors que peut-être que psychologiquement, j'avais besoin d'être avec mes parents. Mes parents ont une grande maison, ils n'ont pas beaucoup d'enfants. Je pouvais être là. Et peut-être que financièrement, il fallait que je me relance. Je me reconstruise. Donc, je ne vois pas pourquoi je devais donner, en fait, satisfaction à quelqu'un, aller prendre un appartement, dire que, ok, non. J'étais chez ma mère et j'ai recommencé à faire les tâches. Elle me grondait. Mon père m'appelait pour me dire, tu rentres à quelle heure ce soir? On doit manger ensemble. Et pour certains, c'était l'expérience la plus déshumanisante et la plus insultante possible. Et puis, mais pour toi? Pour moi, je savais ce que j'avais en tête et je m'y accrochais. Et je me disais que plus je recevais des injures, plus ça me confortait dans la revanche que j'étais en train de développer. Le sentiment de revanche et le plan de vie que j'étais en train de créer. C'est comme ça que je fonctionne. Plus ces gens m'attaquent, plus ça me motive. Ça? Non, du coup, si tu retournes chez tes parents, tu as les gens extérieurs à toi qui te jugent, qui te demandent si tu ne regrettes pas ta décision d'avoir divorcé, mais toi tu as un plan en tête. Mais du coup, comment tes parents, eux, ils accueillent ton nouveau statut, ton changement de statut à cette période-là? Ok. Ma mère, tu sais, les mères, c'est toujours la même chose. Hein, elle était très embarrassée. Donc, une des raisons pour lesquelles elle voulait que je reste là, c'est parce qu'elle se disait qu'éventuellement, j'allais me retourner chez mon mari. Elle était très embarrassée, très, très embarrassée et elle était gênée. Et, comment dire, et des fois, en fait, dans les disputes familiales, là, c'est toi qu'on va dire, mais toi t'es même pas capable de rester, toi t'es même pas capable de ça. Donc, il y avait un niveau de mépris qui était... Et j'ai dit dernièrement, hein, lors d'un event, ce qui s'est passé avec mon ex, c'était particulier. Mais à chaque fois, on me disait, t'es même pas capable de tenir un mariage, t'es pas capable de tenir un mari. Et c'est tout ce qu'on me disait. Et je me disais, mais c'est moi qui suis partie. C'est moi qui suis partie, mais on me disait ça. Et comment dire, dans la maison même, et je dis, même les gens qui travaillaient là me respectaient pas. Oui, parce que... C'est que même le vigile voulait m'attaquer. Donc, parce que on était dans une situation où la mère, elle était gênée, elle avait honte, ses sœurs se moquaient d'elle et tout. Et donc, voilà. Et mon père, lui, il était un peu plus pragmatique. Il était plus dans le sens où il se disait, qu'est-ce que tu as à faire de ta vie? Tu vois, plus professionnellement. Professionnellement. Donc, professionnellement. Donc, quand j'ai commencé dans les cabinets où j'ai fait quelques conseils, quand j'ai décidé que j'allais développer un cabinet d'avocats, il trouvait que c'était un peu prématuré.
Il trouvait que c'était prématuré, mais il était prématuré, donc il n'était pas pour. Il était vraiment pas pour. Donc, j'ai dû me développer, comment dire, au début, sans son aide. C'est ça, mais il n'était pas pour. Mais en même temps, il se disait, ma fille là, on te demande qu'est-ce qu'elle fait en ce moment. Mais il te le disait pas de manière frontale. Enfin, nous, on est chez les Bassas. Je sais pas comment c'est chez vous. Je dis, chez les Bassas, ça se dit. Ah, chez nous, on ne connaît pas la langue de bois. Chez nous, on manque énormément de tact. Non, on manque de tact. Mais c'est des choses, en fait, c'est marrant. C'est dans la profession, tu vas voir un client qui va venir t'insulter, il va venir te dire n'importe quoi. Et après, dans ta tête, je te dis, mais j'ai l'habitude. Oui, ça, c'est rien comparé à ce que je... Exactement. Nous, en fait, c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est après, maintenant, les Blancs vont te dire que c'est peut-être pas bien, etc., etc. Mais je sais que ce soit mon père, que ce soit ma mère, que ce soit ma grand-mère, elle m'a toujours dit la vérité et de manière la plus violente possible. Ça, c'est la vérité. Mais tu crois que ça t'a construit, ça a réussi à te construire d'une certaine façon? Parce que aujourd'hui, quand on t'entend parler quand même, tu sais exactement qui tu es, ce que tu vaux, ça s'entend, ça se voit, ça se sent. Est-ce que ça part aussi justement de toutes ces remarques-là et du rapport que tu as eu avec ta famille notamment? Je pense que c'est ça. Je pense que en fait, quand le fait d'avoir évolué avec des personnes qui avaient beaucoup de personnalité, au début, ça m'a rendue très introvertie. Comme je disais, je parlais de timidité maladive. Mais c'est parce que je les idéalisais. Mais quand j'ai commencé à grandir et prendre confiance en moi, j'ai compris qu'ils étaient des humains comme moi. Donc, je peux, accepter, leurs critiques et leurs remarques sur ma vie sans que ça me détruise parce que eux-mêmes, ils font face au même dilemme, au même problème. Tu vois. Donc, ça fait que, clairement, au début, ça m'a rendu un peu timide, renfermée. C'est pour ça, parce que, bon, je voulais plaire à tout le monde, je savais pas vraiment comment me comporter. Et après, quand c'est allé trop loin, c'est-à-dire que quand j'ai trop déçu, c'est-à-dire que la dernière fois, j'ai posté quelque chose sur TikTok, et il y a un monsieur qui me dit, mais vraiment, maître, vous m'avez déçu. J'ai dit que j'ai déçu beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Vous n'êtes pas le premier, vous ne savez pas le dernier. Exactement. Donc, voilà. Il n'y a pas de problème. Vous allez vous en remettre. Alors, tu parlais tout à l'heure de comment tu rentres justement dans la profession, comment tu deviens avocate. Ça, c'est en étant chez tes parents. J'imagine les débuts, avant que les caméras ne se mettent à tourner, on disait justement que c'est un milieu qui est très conservateur. Oui, bien sûr. Quand tu arrives dans un milieu comme celui-là, où à la base, tu estimes que tu ne fais pas les choses comme tout le monde, comment est-ce que tu te retrouves? Non, en fait, comme j'ai dit, l'expérience de vie que tu dois avoir est une expérience de vie qui doit être unique, et tu dois être authentique. À partir du moment que, franchement, tu as commencé à faire les choses différemment, il faut rester authentique. Ça, c'est la chose qu'il y a. La plupart des gens, en fait, de ce que je vois, en fait, ne se trouvent pas. Donc, ils s'identifient aux autres, ils s'identifient, ils font des fixations, ils se comparent. Non. La première des choses, c'est qu'il faut se trouver, il faut savoir qui tu es. Et je pense que c'est à partir des expériences de la vie que j'ai su qui j'étais. Et comme j'ai su qui j'étais, je savais que j'allais exercer de manière différente. J'allais exercer comme j'avais en tête. C'est-à-dire que je n'allais pas totalement, il y a des règles de déontologie qui entourent la profession, tu vois, et des règles d'éthique et de déontologie. J'allais les respecter, mais j'allais également être fidèle à moi-même. Parce que je pense que l'épanouissement personnel vient du fait d'être conscient de sa mission. À partir du moment où j'étais consciente de ma mission, le reste venait naturellement. De temps en temps, le représentant du barreau du littoral m'appelle. Je dis, qu'est-ce que j'ai encore fait? Qu'est-ce que c'est encore passé? Et je pense que c'est pour me dire que peut-être que la tenue que vous avez portée la dernière fois, il faudrait. Ou bien on vous a encore vu sur
comment dire, un panel de discussion là. Est-ce que ça ne ressemble pas à de la publicité? Ah, vous n'êtes pas censé faire de la publicité? Non, on fait pas de la publicité. On n'est pas censé faire de la publicité. Mais en fait, il y a des moyens, enfin, de communiquer sans faire de la publicité. La publicité, c'est quand tu vois le post là, les spots publicitaires ou la grosse annonce avec ta tête, allez, et tout. Mais, comment dire, donner de l'information, aller à des conférences, etc., etc. On a le droit. Mais c'est plus en termes, par exemple, de l'habillement. L'habillement, des fois, mes tantes me disent que, un avocat ne s'habille pas comme ça. Et une fois, je reçois des messages, surtout de Facebook. Il y a les Facebook, TikTok, là. Instagram, c'est très calme. Oui. C'est pisse. Les gens se comportent. Mais les autres, là, et quand j'étais sur Twitter, je suis restée sur Twitter, je pense 6 mois, je suis tellement partie parce que, et tout, parce que, tu développes, quand tu es sur les réseaux sociaux, tu développes une autre soft skills. Tu vois ce que je dis? Les gens se rendent pas compte. Mais des fois, tu lis des trucs. Genre, quelqu'un t'envoie un message, il te dit, est-ce que c'est normal qu'une avocate montre sa poitrine comme ça? Je dis que mais est-ce que c'est pas aussi pour déconstruire ce genre de vision que les gens ont du métier d'avocate surtout, que, écoute, tu restes authentique et toi-même? Non, c'est parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que je suis une avocate de l'authenticité. Tu vois? Et dans ce monde, on en manque cruellement. Tu vois? Donc, souvent, certaines personnes aiment se donner de l'importance alors qu'elles n'en ont pas. Certaines personnes aiment se donner de la profondeur alors qu'elles n'en ont pas. Certaines personnes donnent l'impression qu'ils sont intelligents, importants alors qu'ils ne sont pas. Moi, je suis moi-même. C'est tout. C'est tout. Et peut-être que il y a 2 ou 3 personnes qui vont se dire, soyons soi-même. Et voilà, on va évoluer. Tu auras accompli ta mission. Exactement. Une de mes missions. Alors, comment est-ce que la maternité a changé la manière dont toi tu te voyais, ou bien comment tu visualisais ta mission? Non, en fait, la maternité, bon, c'est bien sûr une des expériences qui m'a le plus transformée. Quand on dit ça aux hommes, les hommes ne comprennent pas. Oh là là, c'est tellement bateau. Mais oui, c'est bateau. Mais c'est vrai, parce que, comme je disais, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui vivait l'instant présent. Tu vois, pleinement. Et, à partir du moment où j'ai eu un enfant, j'ai commencé à me projeter. Tu vois, c'est quelque chose qui n'existait pas dans mon langage. Donc, j'ai commencé à me projeter, vraiment, sérieusement. Et mon rapport à l'argent a vraiment changé. C'est-à-dire que, autant, j'ai toujours eu ce petit truc-là, dès 16 ans. J'essayais de gagner de l'argent à côté. Donc, j'ai toujours aimé gagner de l'argent d'une certaine manière, me retrouver avec le compte fourni. Mais il restait pas fourni longtemps. Il fallait se faire plaisir. Exactement. J'étais toujours foirée, même si je savais chercher l'argent. Et quand j'ai eu ma fille, je me suis dit non, il faut que je puisse m'en occuper. Avec la famille, avec son père. Mais moi-même, il faudrait que, même si toutes ces personnes-là ne sont pas là, il faut que je puisse m'en occuper. Je pense que c'est justement ça, à ce moment-là, qu'on devient une femme. C'est-à-dire que je commence à négliger les plaisirs là de maintenant pour pouvoir me projeter. Alors que avant, même si je sentais qu'il y avait une petite somme là, je pensais déjà à ce que j'allais faire, ce que j'allais acheter, ce que j'allais vivre comme expérience. Je dis, mais maintenant, c'est-à-dire que pour me faire consommer maintenant, il faut être très très forte. Ça? Quel changement? Oui, non. Pour me faire, parce qu'en fait, comme en parlant de stéréotypes, comme les personnes qui m'ont vu évoluer ont toujours l'impression que si je lui propose telle chose à acheter, elle va acheter. Mais selon parole, en fait, je suis très, très, très dure. Très dure. Et comme en plus, je suis devenue entrepreneur. C'est-à-dire que entrepreneur dans le contexte même, je suis avocate, j'ai un cabinet d'avocats de cette profession, c'est toujours entrepreneur. C'est-à-dire que c'est les incidents. Donc, si tu n'as pas budgétisé les incidents, tu vis en fait sur les montagnes russes émotionnelles. Parce que, par exemple, tu savais que tu avais 3 ou 4 déplacements cette semaine, tu avais telle chose à payer, et après un collaborateur tombe dans ton bureau, tu fais comment? Donc, tu deviens
la mère de tes collaborateurs, en plus d'être la mère de ta fille, bon, tu peux plus vivre légèrement. Aujourd'hui, professionnellement, est-ce que tu penses que tu as atteint ton objectif? Non, je pense pas avoir atteint mon objectif. Je pense que déjà, c'est une profession que je veux exercer encore 40 ans. Et ça fait 8 ans que j'ai le cabinet, ça fait à peu près 11 ans que je suis avocate au grand tableau. Avant, j'étais avocate stagiaire. Et non, vraiment pas du tout. J'ai des rêves à, comment dire, j'ai de gros rêves. Je voudrais vraiment développer et créer quelque chose de solide. Et je voudrais vraiment qu'on sache que voilà, une dame qui a développé un business qui est solide, qui est rentable. Parce que mon premier objectif, c'était que le business soit rentable. Ça n'a pas été le cas les premières années. Mais là, par exemple, l'année dernière, je me suis dit, OK, j'aimerais bien avoir ce chiffre d'affaires. Bon, j'ai eu le chiffre d'affaires, mais j'ai eu quelques incidents. Maintenant, je voudrais avoir encore plus pour pouvoir créer plus, mais localiser suffisamment de talent pour pouvoir en fait développer une activité qui va tenir sur 90 ans. Ok, merci. Donc, ici on parlait un peu d'amour. Ok, parce que on a parlé du divorce tout à l'heure. Il faut quand même que les gens se disent que les choses peuvent être belles après. Ok, tout n'est pas noir. Oui. Quand on sort de ce genre d'expérience, comment on se réouvre à l'éventualité de rencontrer l'amour par la suite? Ouais. Bon, on peut faire tout un autre podcast sur le sujet. Mais on a le temps. Oui. Non, pour être honnête, parce que je suis honnête toujours. En fait, quand je suis sortie du mariage, le problème que les personnes qui sortent des mariages de manière assez prématurée, quand tu es jeune, c'est que tu veux prouver que tu es capable, en fait, de te remettre dans une autre relation, que c'est pas toi le problème. Parce que on t'agresse tellement que finalement, aussi solide que tu penses être et que tu veux l'être, tu commences à te dire que, OK, la meilleure manière d'avancer, c'est de me remettre dans une relation et le plus rapidement possible. C'est comme ça, en fait, que toutes les femmes qui ont eu soit des enfants en dehors du mariage, ou bien qui ont été divorcées réfléchissent. Il faut que tu te mettes avec quelqu'un. Il faut. Et même, si quelqu'un vient même et direct te parle de mariage, tu es bien, là, tu te dis que, OK, voilà, je vais montrer à ces gens-là que je ne suis pas out of the game. Et c'est la pire des réflexions. C'est la pire des réflexions. C'est-à-dire que les hommes, en fait, sont des prédateurs et ils savent repérer les proies, les vulnérables émotionnellement. Tu fais du manque de confiance en soi, relations passées qui n'ont pas fonctionné, 2 ou 3 enfants à charge, tu vas voir que tu auras trop de succès déjà. Déjà de 1, tu auras trop de succès. Parce que moi, quand je sortais, je me disais, mais qui va vouloir de moi? Non! Tu as beaucoup de succès parce que les hommes, ils aiment la vulnérabilité, ils aiment cette fragilité-là. Donc, tu as toutes sortes de propositions. Tu te dis, voilà. Et dans un premier temps, ça te conforte dans l'idée que, OK, il y en a qui me veulent bien. Et pourtant, c'est le piège. C'est le piège parce que tu fais de mauvaises rencontres. Tu fais des mauvaises rencontres quand tu as la pression de prouver quelque chose à quelqu'un. Si tu as la pression du temps, tu as la pression des enfants, tu as la pression de la société, tu fais des mauvaises rencontres. Comme je dis, l'homme, c'est un prédateur. Quand tu discutes bien avec les hommes, ils savent bien reconnaître les femmes vulnérables et c'est ces femmes-là qui les attirent. Parce que c'est plus facile, parce qu'il y a moins de challenge. Et moi, je suis tombée dans ce piège. Parce que, bon, comme je suis mariée très jeune, j'ai pas vraiment été dans beaucoup de relations. Et donc, je suis arrivée ici, donc j'essayais d'apprendre des gens. Et c'est vrai que je suis tombée sur des cas sociaux.
Ce que je veux dire, le Cameroun, ce n'est pas simple. Je peux le dire. Parce que, à un moment, j'étais prête à écrire un livre. Il faudrait. Non, parce que c'était... Je pense que c'est important. C'était grave. Après, je me suis demandé, je suis allée voir un pasteur, je suis allée voir un prêtre. Je suis allée voir un psy. Je suis même allée voir, je sais pas, un conseiller en jeunesse. J'ai dit que qu'est-ce qui ne va pas? Si je commence à te raconter ce que j'ai vécu dans ma vie, il y a un truc. Et après, une fois là, j'avais rencontré une femme, elle m'a dit que non, c'est un truc qui s'est passé avec ta grand-mère. Si tu veux enlever ça, il faut remplir 15 bougies. Et c'est là que tu as dit, ok, c'est bon. Non, c'est bon. Et là, je me suis dit que, écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais rester seule. Je vais rester seule avec moi-même et je vais essayer de me reconstruire. C'est-à-dire essayer d'être, comment dire, un modèle pour ma fille, essayer d'être une bonne patronne, essayer de vraiment de m'enrichir, de lire des livres, d'apprendre des choses, de faire du sport, comment dire, de m'améliorer en tant qu'individu et surtout, en fait, de mettre des barrières à l'entrée, énormément de barrières. C'est-à-dire que pour que celui qui réussisse à franchir cette barrière-là soit quelqu'un qui soit bien intentionné. Donc, c'est toujours comme je dis, c'est-à-dire que la société va te déconstruire, la société va te rendre fragile, mais il faut toujours que tu essayes de te rappeler la petite fille que tu étais. C'est la petite fille là qui mérite le respect, l'attention, l'encadrement et être mis sur un piédestal. Quand tu vois la personne qui te respecte de cette manière, à ce moment, tu peux t'ouvrir, mais on ne t'ouvre pas aux gens. On met des barrières. C'est ça. Mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, mais il faut mettre des barrières. Parce qu'il faut d'abord guérir. Et pour guérir, il faut faire un travail à la fois psychologique et, comment dire, spirituel. C'est un travail spirituel qu'il faut faire. Quand on a vécu des choses, il faut faire le travail spirituel jusqu'au bout. Et à ce moment-là, toi-même, tu es capable de distinguer le bon du moins bon. La bonne compagnie de la mauvaise compagnie, même amicale. Le bon homme du mauvais homme. Pas mauvais homme, mais pas bon pour toi. Mauvais. Aujourd'hui, quelle est la chose qui est la plus importante à tes yeux? Non, mais je pourrais te dire, ma fille, c'est ça qui est le plus important, son éducation. En fait, rien de plus important que de t'éduquer ton enfant correctement avec la dignité, la confiance et la force. Tu vois. Et là, elle a 6 ans. Je vois que elle revient avec des bonnes notes. Quand je l'entends parler, je sais que elle a du sens, elle est intelligente. C'est tout ce qui importe pour moi. C'est vraiment que elle soit, comment dire, comme elle soit en fait une femme libre et sensée. Est-ce que, tout à l'heure, quand tu parlais du rapport que tu avais à ta maman, du fait que tu idolâtrais notamment tes parents plus jeunes, est-ce que ce rapport-là est le même que tu as à ta fille aujourd'hui? Non, on n'a pas le même rapport. Vraiment pas le même rapport. Et parce que ma fille a, comment dire, je sais pas, quelqu'un me posait la question quand elle avait 2 ans et demi. Donc je lui ai dit que j'encourage ma fille à être elle-même, à avoir ses propres réflexions. La personne me voyait un peu comme une illuminée. À 2 ans et demi, c'est pas un peu tôt. Mais à 6 ans, elle a des réflexions et des opinions carrées surtout. C'est pas moi. Elle peut, comment dire, de temps en temps, elle me challenge. Je veux que ma fille me challenge. C'est-à-dire que, parce que je sens, en fait, que le sens, je veux pas forcément qu'elle épouse les mêmes principes que moi, mais je veux que elle me challenge et que elle, comment dire, elle sache que elle n'a pas de complexe à avoir envers X, Y, Z, qu'elle est entière, qu'elle vaut la peine. Et que elle-même, elle a ça dans sa tête. Donc, je vais pas lui dire, fais ci, fais ça, fais ça. Et si tu ne fais pas ci, ça va me blesser, ça va, non. Je t'ai éduqué. Tu as vu comment je t'ai éduqué. Tu as vu comment je t'ai éduqué. Donc, tu sais comment tu vas vivre. Quel conseil tu donnerais aujourd'hui à la petite Gaëlle? Tu parlais tout à l'heure de la petite fille qu'on est censé respecter, chérir, aimer et tout. Ouais. Mais la petite Gaëlle, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil pour affronter l'avenir? Ouais. Je pense que je dirais à la petite Gaëlle, ne change pas. Ne change pas, bon.
Ouvre-toi au monde. Sois moins timide. Mais ne change pas. Ce que tu es bien. Les autres, toute ta vie, vont essayer de te dire que ce que tu es bien n'est pas bien, que oui, tu aimes trop les livres, oui, tu es ci, tu es ça, et tout. Reste toi-même. Reste fidèle à toi-même. Accroche-toi à ce que, comment dire, à ce que tu es. Genre, ne change pas, ne te laisse pas influencer. Fais attention à tes fréquentations. C'est très important. Fais attention à tes fréquentations parce que l'aura des gens a de l'effet sur toi. On peut être très forte, mais si on est très mal entouré, on va sombrer. Donc, élève-toi parce que il y a une lumière. Tu peux être une reine, on ne sait jamais. Non, c'est ce que je dirais. Tu l'es déjà. Alors, on abordait l'aspect conservateur de ta profession, qui encadre ta profession. Oui. Comment est-ce que tu vis ça en sachant que tu n'as pas de mal en général à partager un certain nombre de choses, tu désires rester authentique. J'imagine qu'ici au Cameroun encore, ils sont beaucoup plus conservateurs qu'au Canada, par exemple. Comment tu vis ça au quotidien? Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a souvent des petits coups de panique quand je reçois en fait des appels de l'administration du barreau du Cameroun. Mais comment dire, j'ai appris à me débattre, à me battre. Ouais, c'est ça un peu. C'est-à-dire que quand j'ai un officiel qui me taquine, parce que on me taquine beaucoup, on m'appelle l'influenceuse du barreau. Donc, on me taquine un peu avec, bon, il y a un sous-entendu derrière influenceuse. Donc, il y a le sous-entendu. Dans notre contexte. Oui. Dans notre contexte, et même ailleurs, il y a toujours un sous-entendu dans influenceuse, parce qu'il y a le sous-entendu que, oh, c'est la fille qui veut se faire voir. Pourquoi elle veut se faire voir? Peut-être parce que, elle veut se faire de la publicité, se mettre en avant, ou bien parce que elle veut rencontrer des profils d'hommes. C'est ça, l'influenceuse, et tout. Donc, ou bien elle est tout simplement superficielle. Ça, c'est les trois choses. Donc, bon, j'ai des petites piques, de ce genre-là. Mais, globalement, en fait, les membres du barreau me disent que, oui, bon, on aimerait faire ça, mais on sait pas si ça va donner, on sait pas si on est à l'aise avec ça et tout, mais c'est bien. Moi, je sais. Et les jeunes avocats adorent ça. C'est-à-dire que parce que au début, je le faisais toute seule, mais j'ai entraîné pas mal autour de toi. Mes collaborateurs, le cabinet aussi a une petite page où de temps en temps on fait c'est LinkedIn et tout. Comment dire, tous les jeunes confrères là, ça les intéresse et ils viennent souvent au cabinet et ils disent que vraiment ta marraine n'est pas comme les autres marraines ou comme les parrains là, et ça doit être intéressant d'apprendre le droit sous ses épaules. Et ça inspire énormément les jeunes filles qui sont dans les contentieux et les jeunes avocates pour dire qu'en fait, le métier est perçu comme assez ingrat. Parce qu'on dit que les avocats sont des voleurs, sont malhonnêtes et tout, et qui sont malheureusement pauvres. Donc, de reprendre, en fait, de redonner, en fait, ce peps, ce côté glamour, ce côté un peu léger, ce côté accessible à la profession, ça motive. Et ça permet de trouver des pépites, des petits diamants. Ça me fait penser à une vidéo, une de tes vidéos qui a pas mal circulé tout récemment sur TikTok où tu parlais de la justice de la croyance populaire qui dit que la justice n'existe pas au Cameroun. Il y a eu pas mal de réactions là-dessus. Je pense que c'est ma vidéo la plus virale. Et tout. Et ce qu'il y a, c'est quoi? C'est que j'en ai discuté avec les collaborateurs au cabinet parce que il y a des gens qui sont dans les contentieux, d'avocats qui disent que de grandes sociétés, banques, assurances, et qui disent que on perd les dossiers comme tous les particuliers. Donc, c'est pas, en fait, le problème du Camerounais, c'est que quand tu lui dis que quelque chose va bien, ça l'énerve. Mais je ne sais pas comment on est censé évoluer si on n'est pas capable de reconnaître, comment dire, la qualité de certains acteurs. De notre système judiciaire ou bien de notre environnement. Parce que sinon, ça va les décourager. Parce que regarde, les jeunes qui voient ça se disent que, ok, moi, je veux exercer mon métier d'avocat de manière
réglo. Donc, il y a la possibilité, j'ai mes collaboratrices qui sont venues au cabinet uniquement pour les vidéos. Et c'est de très bonnes collaboratrices que je fais. Parce qu'il y a des gens idéalistes au Cameroun. Il y a des gens travailleurs, il y a des gens qui ont des principes. Arrêtons de penser que le Cameroun est seulement gâté. Et quand tu dis ça à quelqu'un, il veut juste que tu critiques. Mais critique, mais trouve des solutions. Nous sommes ici, on est dans cet environnement. Qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce qu'on fait pour améliorer à part critiquer? Les gens aiment juste critiquer. Faisons des choses pour améliorer. Et je sais que ce n'est pas juste le système judiciaire qui a un problème. C'est le Camerounais lui-même. Il faut qu'il se retravaille. C'est-à-dire que sa façon de voir le monde. Et le justiciable fait partie du système judiciaire. Donc, si le système judiciaire va mal, c'est aussi de la faute du justiciable. Écoute, pour moi, je pense qu'il n'y a pas de meilleure conclusion à mon épisode. Je me demande comment je reviens après ça. Et puis, comment tu parlais avec beaucoup de âme, la passion, ça se sent. Oui, non, parce que c'est, comment dire, regarde, tu m'as invité ici, je vois comment, en fait, tu t'organises, je vois comment tu vis. Tu vois, tu es une petite sœur, mais tu te bats, en fait, dans un contexte qui est compliqué. Donc, je ne peux que t'admirer et je ne peux que t'encourager. Et c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Thank you. Ça me touche. En sachant qu'en ce moment, avec la grippe. Mais oui, merci beaucoup pour ces dires-là. Moi, ça me touche. Et je suis convaincue, comme toi, que plus on aura de personnes qui vont quand même croire que dans notre environnement, on peut développer de belles choses, malgré les obstacles, plus je pense qu'on va réussir à influencer la génération après nous à toujours croire à ses rêves, en fait. Je pense que tu étais la meilleure personne pour esquisser cela. Raison pour laquelle j'ai voulu parler de ce sujet-là avec toi. Et je te remercie d'être venu dans le canapé de The Realness Podcast. On te retrouve sur tous les réseaux sociaux? Oui, sauf Twitter. Les gens de Twitter, elle a dit qu'elle ne vous veut pas. Donc, tu veux bien donner tes handles sur les réseaux sociaux? Oui. On va rajouter peut-être à l'écran. Mais... Oui, c'est Gaëlle Ngué sur Instagram. Gaëlle Ngué aussi sur LinkedIn. Gaëlle Ngué sur LinkedIn aussi, oui. Et sur TikTok. Mais Gaëlle Ngué, les 3 réseaux sont les plus intéressants. J'ai laissé aussi Snapchat. Ok. Snapchat et Twitter, non. Une avocate sur Snapchat. On va encore rentrer dans les stéréotypes. Mais non. Alors, c'est ainsi qu'on achève notre épisode avec Maître Gaëlle Ngué. On se dit rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à rejoindre la conversation sur tous les réseaux sociaux en utilisant le hashtag The Realness Podcast en un seul mot. Si vous avez des commentaires, vous les laissez là en bas. N'hésitez pas aussi à partager avec votre entourage, liker, abonnez-vous, activez la cloche de notification et on se dit à plus. Bye!